Bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, on est très content de vous avoir avec nous parce que it's football season again. Ce qui veut dire que c'est training camp again. Et aujourd'hui, on va parler, moi et Marc, de comment optimiser vos performances à votre training camp cette année, point de vue nutrition, training et lifestyle. Bien sûr, fait qu'on est vraiment excités. L'épisode va sortir là, à peu près au début du training camp. L'objectif, c'est de vous donner tous les tools possibles pour avoir du succès dans le training camp. Fait quelle affaire que Bam et moi, on improvisait pour de vrai quand on jouait au foot, que ce soit secondaire, cégep ou même à l'université. Je pense qu'il y a des choses qu'on a bien fait, des choses qu'on a peut-être moins bien fait. Puis aujourd'hui, c'est de vous donner les tools pour que vous sachiez quoi faire pour maximiser vos performances puis votre recovery à ce moment-là qui est crucial pour plusieurs parce que c'est là que tu peux un peu tailler ta place sur quel va être ton rôle là, dès le début de la saison. Donc, on trouve ça super important d'en parler. Bam, je te laisse commencer peut-être en parlant des formats de training camp que tu as vécu. Puis ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a vécu des choses différentes. À Laval, on a vécu la même chose. Collégial, on a probablement vécu des choses différentes. Fait que je te laisse parler peut-être de la façon dont ça se passe maintenant versus avant. J'ai beaucoup vécu le bon vieux two-a-days. Donc, le classique où est-ce que tu as une pratique le matin, tôt le matin, ou est-ce que tu as un break le midi pour aller manger? Ça laisse du temps au coach d'aller faire un peu de tape aussi pour Mm. donner du review, feedback aux joueurs. Tu as peut-être un meeting. Et là, tu as le temps de t'endormir. Tu es en train de te gérer. Tu es fatigué parce que le matin, tu t'es donné, puis man, il fait 30 degrés man, au mois d'août dehors. C'est humide, c'est chaud, tu sues. Puis paf! Tu retournes direct sur le field. Tu as une autre pratique, high intensity. Et après, tu retournes au facility. Peut-être que selon le club, tu as un repas de fourni. Peut-être que tu retournes chez toi. Puis le lendemain, même chose. Même chose, même chose, même chose, même chose. Durant une semaine de temps, 10 jours de temps. Souvent, il y a un pre-season game à la fin de 2 semaines de camp. Après, tu as peut-être une semaine où est-ce que tu reprends le beat normal de pratique que tu vas avoir en saison puis tu ouvres la saison. Peu importe là, le format, c'est des semaines qui sont complètement intense. Complètement fou, man. Puis quelqu'un qui joue pas au foot de l'extérieur, man, ça peut avoir l'air complètement crazy. Le bon vieux format de two days, je pense vraiment qu'il est révolu, là. Je pense vraiment que la tangente est vers un format d'une pratique par jour. Pour laisser peut-être un peu plus de temps aux joueurs de récupérer. Dans tous les cas, man, si Marc, t'as déjà fait un training camp de two days, man, tu sais que c'est fou, man, le load que ça a sur un athlète, man. Je me rappelle, man, j'avais les jambes tellement lourdes, là. Pas seulement à la pratique l'après-midi, parce que tu as une grosse pratique le matin, et une pratique de 2 heures et demie, des fois 3 heures, une pratique bien normale, une pratique complète normale, là. C'est pas une pratique qui est plus short parce que tu as deux pratiques dans la même journée. Mais aussi, de jour en jour, man, t'as les jambes cassées, raides, là. Il n'y a Ouais, aucune jour chance 2, jour qu'à la 3. troisième journée d'un training camp de two days, que j'étais aussi vite, aussi réactif, aussi agile sur le field qu'à la première journée. Non, c'est clair. Tu vois, ça, moi, je l'ai pas vécu. Je pense que ma première année à Laval, c'est la première année où c'était comme deux pratiques, mais back-to-back. Tu sais, fait qu'il y avait comme un petit 20 Mhm. minutes pour un snack entre les deux. Puis ça, je pense que c'est la formule qu'on voit le plus encore à ce jour dans le football universitaire. Peut-être que je me trompe, ça va dépendre d'une équipe à l'autre, mais pour rentrer ce qu'on a à rentrer, souvent, c'est ce qu'on va voir. Tu sais, de 8 à midi, Ouais. avec une pause de 20 minutes entre les deux, quelque chose comme ça pour avoir un petit snack, des fruits, t'hydrater, t'asseoir, aller à l'ombre un peu s'il fait vraiment chaud. Puis au football collégial, ce que j'ai l'impression que c'est vraiment des training camps qui sont de presque un horaire de saison normale avec peut-être un petit peu plus de volume, un peu plus de fréquence pour en profiter avant que l'école commence. Mais par chance, j'ai pas vécu le two-a-days comme ça. Même Mhm. au cégep à Vanier, c'était pas ça, nous autres. Les training camps, il y a des fois où la fin de semaine, il y avait deux back-to-back practice. Fait qu'il y avait pas le break entre les deux qui venait te loader puis qui faisait que c'était tough la deuxième fois. Mais je n'ai entendu parler puis honnêtement, c'est comme t'es vraiment pas dans un état optimal pour performer à ce moment-là. Là. C'est tough pour tout le monde sur le terrain. Ah non, man, c'est crazy, man. Je sais pas d'où vient ce format-là, là, point de vue origine ou culture. Peut-être aux States, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, nous, par défaut, c'est comme ça qu'on a fait nos training camps. Mais clairement que ça mettait pas les performances individuelles de l'athlète de l'avant. Ah non, J'ai c'est plus ça. l'impression qu'on se faisait pitcher là-dedans, man, puis il fallait que tu survives. Survivre, si tu as fait ton training camp, puis une fois que la saison était partie, ben,
Ce qui est plate, man, c'est que tu pars, puis la moitié des gars dans ton équipe sont déjà burned out. Tes Ouais. gars partent avec une strike parce qu'ils sont déjà fatigués. Ils doivent déjà récupérer d'un méga load que tu leur as donné. Puis là, après, l'école recommence, la saison recommence. Les gars, ils ont des study halls. Les gars, ils ont, après ça, ils ont leur game de saison. Ils ont une charge émotionnelle différente parce que là, ça compte. Tu veux avoir une bonne saison pour avoir un bon classement, avoir des bons playoffs, etc. Puis, man, avant que tu aies fini de cligner les yeux, man, t'es déjà rendu en novembre, puis les games de finale se jouent. Ouais, du moment que ça part, ça va vraiment vite. Puis là, ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est qu'on parle un peu aux gars de... Tu sais, il y en a qui sont encore dans un mindset, « Hey, ça va être le training camp, ça va être tough. Comment je le survis? Qu'est-ce que je fais pour juste comme me rendre jusqu'à la fin puis de performer? » Tu sais, mais la réalité, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de un peu peut-être ce que nous, on a fait, mais ce que nous, on conseille réellement d'un point de vue training, nutrition, lifestyle, recovery, pour aider ces gars-là à performer à un next level. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a plein d'affaires que tu peux faire qui ont un gros impact sur tes performances. Parce qu'à the end of the day, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gars, le training camp, c'est là que ça se passe comme tu vas-tu être partant, tu vas-tu être ligne 1, ligne 2. Si ton spot va être tout sur l'équipe, ça va se jouer beaucoup dans le training camp. Puis quelqu'un qui met pas les bonnes choses de l'avant, qui met pas son recovery de l'avant, ben ça peut faire une différence entre le, tu sais, sur le plein temps que tu vas avoir en offense, en défense, ou même ces teams. Tu sais, t'arrives au drill de special teams, t'es gas, t'es jambes loadées, tu look pas good, ben peut-être que ton special team coordinator, il va se dire, ben man, ce gars-là, il descend pas quand on fait des reps de punch, tu sais, on va mettre quelqu'un d'autre. 100%, man. Puis je suis convaincu que si j'avais eu un meilleur premier training camp à l'Université Laval, que j'aurais réussi à avoir plus de temps de jeu ou du moins avoir plus de chances, plus d'opportunités de me faire valoir sur le field. Je suis convaincu que, étant donné que j'ai pas eu un très bon premier training camp à Laval, que down the line, c'était beaucoup plus dur pour moi après ça de come back up, de prouver au coach que j'étais capable de performer sur le field et de contribuer au succès de l'équipe. Probablement. Ta Un première coach, impression, la première impression que tu donnes peut changer, ça peut évoluer, tu peux t'améliorer puis tout ça, mais tu sais, la hum, première impression que tu donnes reste quand même imprégnée dans la tête des coachs, c'est sûr, sûr, sûr. c'est dans la nature humaine. Là. C'est ta première impression dans la vie. Man, tu t'envoies à une entrevue, ta première impression est importante. Elle va donner le ton man, à ton entrevue pour les minutes qui suivent. Le football, c'est un peu pareil, man. Ton training camp, c'est ton entrevue pour ta carrière des 3, 4, 5 prochaines années, dépendamment de ton club. Et moi, perso, je sais que j'ai pas donné une bonne impression parce que j'avais de la misère. Ben, pour plusieurs raisons, là, mais une des raisons, c'est que je n'étais pas capable de montrer que j'avais un bon niveau de conditioning, que j'avais du gaz sur le field, que j'avais du speed sur le field. Ça vient en partie avec mon off-season, qui était mal adapté pour la position à laquelle j'allais jouer à l'université. Mhm. Mais sans aucun doute qu'il y a des choses que j'aurais pu beaucoup mieux faire dans le training camp, point de vue training, point de vue nutrition. Hein? On en a parlé sur un des épisodes, puis il y en a qui vont se souvenir que c'est en training camp que j'ai dépassé la barrière des 200 livres. Parce que j'avais un meal hall et que je pouvais manger à volonté. Ça c'est sûr que c'est pas à refaire. Je le conseille à personne de manger et de s'empiffrer juste parce que la bouffe est gratuite. Non, En tout cas. honnêtement, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est oui. Fait que, hey, let's jump right in. Let's jump in. On va commencer avec la partie nutrition. On va suivre avec la partie training pendant le training camp parce que oui, tu dois t'entraîner à mon avis ou la majorité du monde bénéficierait de s'entraîner pendant le training camp. Fait que je veux qu'on parle de ça. Puis on va terminer en parlant de tout ce qui est le recovery pendant le training camp parce que c'est un autre aspect qui est à pas négliger puis c'est tough parce que tes journées sont longues, t'es fatigué, t'es occupé, t'as la tête dans le playbook, tu regardes du tape, tu as un paquet d'affaires. Mais le recovery est quand même à mettre de l'avant si tu veux t'assurer de performer à travers les journées. Parce qu'on sait que day one, tout le monde l'énergie est ici, là, ça crie, ça saute, ça a du fun. Day two, d'habitude, pas pire, puis à partir de day three, des fois, ça commence à être tough, l'énergie descend,
tu vois juste à partir du warm-up, ça ralentit, les gars, c'est comme l'énergie est moins là. Puis je pense que si toi, tu peux faire partie des gars que l'énergie, c'était up tout le temps, mais tu vas t'aider personnellement, mais tu vas aussi aider ton équipe à garder cette énergie-là puis à t'améliorer en tant qu'équipe pendant le training camp. Puis ça, je pense que c'est important. On le voit en tant que coach, tu sais, quand l'énergie descend en général dans l'équipe, ben la pratique est moins bonne, puis peut-être que tu t'améliores pas de la même façon que tu aurais pu t'améliorer cette journée-là. Puis en training camp, toutes les journées comptent. La réalité, c'est que quand tu as 10 jours pour pratiquer avant une première game ou peu importe la façon dont ça fonctionne, comme make it count parce que la première game arrive vite. Puis la première game, tu sais pas l'impact qu'elle va avoir sur le classement à la fin de l'année. Fait que you gotta be ready, puis le training camp est vraiment important pour ça. On start avec la nutrition? Yep. So, qu'est-ce qui est vraiment différent d'un training camp en termes de nutrition versus ton off-season normal? Je veux dire, c'est pas de la même façon que tu devrais manger? Ça devrait se ressembler beaucoup. Tu sais, ça, c'est la première chose. Ça devrait se ressembler beaucoup. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, puis l'erreur qu'on voit le plus souvent, c'est quelqu'un qui se dit « OK, ben in-season, je mange comme ça. L'été, je cours beaucoup, fait que je mange comme ça. Training camp, on pratique beaucoup, je mange comme ça. In-season, je mange comme ça. Puis après ça, après la saison, ben je let go, je mange comme de la merde pendant 1 mois et demi. » Ça, on le voit souvent, puis ça, je pense que c'est une des plus grandes erreurs. Ça doit se ressembler. Tu sais, les grandes lignes, la nutrition en tant que telle, ça va se ressembler comme tout le temps. Des protéines, c'est des protéines. Des légumes, c'est des protéines. C'est comme des légumes, c'est des légumes. Excuse-moi. Puis des légumes, c'est pas tant des protéines, ma bête. Non. Mais les légumes, c'est pas des protéines. mais ouais, fait que les grandes lignes, les bases restent les mêmes. Par contre, souvent, ta demande énergétique va être plus grande. Je me souviens, je te donne un exemple, quand j'étais à l'université, pendant le training camp, ben, le matin, on marchait pour se rendre à l'école. Tu te rendais, tu te préparais, tu pratiquais. Il y avait les 2 pratiques avec le break entre les deux. Fait que techniquement, tu es sur le field de 8 à midi. Le volume est beaucoup plus grand que qu'on faisait dans une course d'accélération le lundi, mettons. Puis l'intensité est bien plus grande qu'une journée où c'est plus du conditioning ou peu importe. Fait que là, tu as beaucoup de volume puis tu as beaucoup d'intensité. C'est du stock, honnêtement. Puis à partir de là, après ça, ben est-ce que tu vas au gym en plus? Fait que là, tu t'ajoutes un autre demi-heure, peut-être un autre 40 minutes ou peu importe le temps que toi, ça te prend d'activité physique. Tu marches pour revenir, puis tu as tout le stress qui va avec ça. Fait que ton niveau d'activité physique, de manière générale, est beaucoup plus élevé. C'est ceux qui ont un certain volume déjà, c'est les gars qui ont fait des two-a-days des fois pendant l'été de training, qui travaillent dehors, qui travaillent dans les cours à bois, qui font ces affaires-là. Ces gars-là ont déjà un certain volume d'être debout que d'autres n'ont pas. C'est des gars qui travaillent à un bureau, qui, comme moi et toi, qui n'ont pas travaillé leur dernier été, ben t'arrives au training camp puis comme t'es pas habitué d'avoir ce volume-là dans les jambes, fait que ta nutrition doit s'adapter à ça, c'est sûr. Puis aussi, la charge émotionnelle est C'est complètement intense. différente aussi. Là. Ouais, vraiment. À moins d'être un méga stud, puis tu sais que ton spot est secure, ben, tu t'en vas en training camp, puis tu te bats pour un poste de partant. C'est toujours stressant. Même si t'es un stud, ben, tu veux que ton équipe performe, tu veux que ta defense performe, tu veux que ton offense performe. Un stress supplémentaire aussi parce que tu rentres des nouveaux jeux, il faut que tu assimiles des nouveaux jeux. Stress supplémentaire parce que les coachs sont sur ton dos, sont dans ton cul, puis ils veulent te pousser à avoir un meilleur rendement. C'est une charge émotionnelle de plus, c'est un stress de plus qui s'additionne au load physique. Ce Absolument. load-là, overall, il va falloir que tu en récupères pour bien performer. Donc, tout ça s'additionne, fait un méga load, tu veux recover de tout ça. Donc, overall, peu importe ta situation, ta charge va être plus grosse. Là. À moins 100%. d'avoir, je sais pas, une job carrément stressante là, durant ton été, puis tu t'entraînais 3 fois par jour, puis finalement, tu arrives au training camp, 2 pratiques, c'est positif. Mais c'est une minorité des gens. Là. Pour la plupart, exact. le load va bump up. C'est la majeure différence entre ta nutrition de off-season et ta nutrition de training camp. Si je me trompe pas. Ouais, exact. Là-dessus, mais puis, pour moi, c'est la majeure. Ben, en fait, puis concrètement, après ça, d'un point de vue nutrition, ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, si tu as bien fait ton off-season, puis ton début d'off-season a été bon, rendu à l'été, tu devrais déjà être en mode performance, pas nécessairement en mode adaptation où est-ce que c'est des gros changements de composition corporelle. Si tu as pris du retard dans l'off-season, peut-être que c'est ce que tu as fait à la fin de l'été parce que tu sais, ça allait aider tes performances, mais de manière générale, les athlètes avec lesquels on travaille,
On veut avoir un bon début d'off-season pour que l'été, on soit déjà en mode performance pour te fuel up en direction du training camp. Puis à partir de là, training camp, c'est purement performance. Là. Oublie ton body camp. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais peut-être trop soucieux de mon body camp in training camp. Tu sais, c'est comme, oh là, on a eu une grosse journée de pratique, je vais manger un peu plus de carbs, l'autre journée, j'en mangeais moins. C'est correct. Tu sais, si tu as vraiment l'habitude, tu es capable de manager ça, mais moi, à ce point-là, je n'avais pas les connaissances pour le manager même par moi-même. Puis j'essayais de le faire, puis c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. Fait que tu veux vraiment être en mode Ça, là, performance? tu veux pas. Exact. Tu veux pas être en mode de OK, là, je visais 205 livres pour la saison, j'étais à 202, fait que je vais essayer de prendre 3 livres de lean body mass, même si j'étais en Exact. training camp. Ah, fais pas ça, Ou man. Ça encore va te tirer pire, dans le pied. en perdre. Tu sais, quelqu'un qui est comme, j'ai pas réussi à perdre tout le Ouais. poids que je voulais avant la saison, je voulais être 205, je suis encore à 212, je vais profiter du training camp, il y a plus de volume pour perdre du poids. Ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Tu vas tellement Mhm. te mettre à risque de te blesser, tu vas tellement te mettre à risque de sous-performer, de sous-récupérer, tu vas être défoncé, puis après ça, tes performances sont pas bonnes, puis d'arriver à 205, ben ça t'aidera pas finalement. OK? Fait que d'un point de vue nutrition, ce qu'on va vouloir faire réellement, là, c'est ce que je te conseille, c'est day one du training camp, pèse-toi. Pèse-toi le premier matin à jeun. Puis in training camp, je te dirais, c'est la seule période de l'année où moi, je te conseille de te peser à tous les matins. Euh, Mhm. Tu vas te peser à tous les matins simplement parce que tu veux savoir ton poids il est où, puis est-ce que tu te fies d'assez ou pas. C'est le meilleur indicateur. C'est vraiment facile de le voir de cette façon-là. Fait que tu vas vouloir, tu te pèses matin 1, tu te pèses matin 2, tu te pèses matin 3, tu te pèses matin 4, puis tu veux que le poids soit sensiblement le même. Fait que tu te rends compte après 2 jours que tu as perdu 3 livres, ben il va falloir que tu augmentes ta journée en moyenne. Comme il va falloir que tu le Il va fasses. OK? falloir que tu te Que fies tu là. t'ajustes. Parce Puis que si si tu perds du jamais. poids, ça Ouais, veut dire que ton corps est en mode un peu plus catabolisme. Ou dans le sens, 100%. ou plutôt que ton catabolisme va être plus haut que ton anabolisme ou tes processus de recovery. Et ça veut dire que tu as moins d'énergie disponible pour ton énergie, ton focus sur le field. Exactement. Fait à partir de là, c'est ça. Fait que c'est de même que tu vas gager un peu la quantité que tu vas manger dans ta journée. C'est pour ajuster à un poids qui reste stable. Techniquement, on veut avoir la plus grande disponibilité énergétique à travers la semaine, à travers le training camp et ainsi de suite. Fait que tu veux manger le Mhm. plus possible sans te mettre à prendre du poids comme Bam a fait, mettons, dans son training camp. OK? Ouais, non, moi, Fait que clairement que je me pesais à tous les jours, là, juste par curiosité, mais j'ai pas réagi, là, quand j'ai vu exact. l'aiguille. Fait qu'il faut que tu sois réactif. Puis de manière générale, moi, ce que je te dis, c'est que tes protéines doivent rester aussi élevées qu'ils l'étaient pendant l'off-season. Ça, c'est une chose qui devrait presque pas changer, à moins que ton body weight change vraiment. Tu sais, le minimum serait d'avoir ton OK. 1 gramme par livre. Je pense vraiment que c'est le minimum. Puis dans un contexte de training camp, à mon avis, c'est pas une mauvaise idée d'être plus élevé que ça. Parce que ta demande va être plus grande, tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie, tu vas peut-être être plus catabolique par certains moments, sans te virer fou avec ça, mais c'est aussi le fait que tu vas avoir plus de dommages musculaires, ainsi de suite. Tu vas courir plus, décélérer plus, tu vas avoir bien des codes, des changements de direction. Je pense que d'avoir plus de protéines juste pour assurer ton recovery musculaire, c'est pas une mauvaise idée. Mais après Mhm. ça, d'augmenter ton volume de carbs peut être intéressant. Fait qu'il faut pas oublier tes Ouais. fats. Oublie pas les fats que tu consommes parce que d'un point de vue inflammation, d'un point de vue système hormonal, ça va être super important. Mais tu vas vouloir augmenter tes carbs à travers. Fait que est-ce que c'est un petit peu pre-practice? Est-ce que c'est pendant les pratiques? Moi, going back, si je suis à Laval en ce moment ou si je jouais n'importe où en ce moment pendant un training camp, je prendrais du Pantacarb pendant les pratiques. C'est vraiment un supplément que j'aime beaucoup Mhm. à cause des 5 types d'électrolytes, à cause 5 types de carbs, excuse-moi, les 2 types, les potassium puis magnésium qu'il y a dedans, j'ajouterais un peu de sel. C'est ce que je boirais, moi, pendant les pratiques, si je pouvais go back. Dans la pause entre les deux, j'aurais un petit light protein and carb snack, no fat ou presque. Puis post-practice, là, je viendrais carb up réellement. Tu sais. Puis Mhm. ça serait ce que je viendrais le plus ajuster pour m'assurer de maintenir mon poids, promouvoir mon recovery puis tout ça. Yeah, je veux go back un peu, là. Les gars qui nous écoutent, faut que vous compreniez que c'est pas juste dans la salle de gym que tu vas créer du dommage à tes fibres musculaires. Quand tu sprints, quand tu fais des changements de direction, quand tu sautes, Ouais, tu sollicites tes muscles, tu sollicites tes tendons. C'est pas parce que tu te sens pas sore de la même façon, parce que t'as pas loadé au back squat avec un 4 secondes d'excentrique, et que tu te sens pas raqué de la même façon, qu'il n'y a pas un dommage musculaire que tu as besoin de pallier, de récupérer pour
t'assurer de performer overtime. Ben non. Hyper important. Et le point, là, je veux juste synthétiser tout ce que Marc vient de dire en rafale parce que c'est beaucoup de tools que vous pouvez utiliser, vous, les gars qui vous écoutent en ce moment, durant votre training camp. Point de vue macros, je pense pas que tu as besoin de toucher à tes protéines. T'sais, oui, tu veux peut-être en prendre un peu plus pour t'assurer que tu en as suffisamment pour récupérer, mais ça veut pas dire de si par exemple, toi, tu manges, je sais pas, moi, tu pèses 200 livres pour rendre ça simple, et tu as un minimum de 200 grammes de protéines nettes dans ton alimentation par jour, ça veut pas dire de monter à 250, 260, 300 grammes. Ça veut dire de t'assurer d'avoir minimum ton 200, Mhm. t'assurer d'avoir le même intake de healthy fats que d'habitude pour bien supporter ton métabolisme, pour bien supporter ton recovery. Marc a parlé aussi des processus anti-inflammatoires, donc il y a certains fats qui sont importants à ce niveau-là. Ce que tu veux leverage, c'est les carbs, si je comprends bien. Moi, c'est Mhm. comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le coach. C'est ça que tu viens de nous dire aussi, Marc, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. Puis ça veut pas dire de t'empiffrer de carbs à tous les repas. Tu sais, si ton déjeuner habituel, comme moi ou bien des athlètes qu'on coach, si ton déjeuner là est low carb, ça n'a pas besoin de devenir 4 toasts. Tu sais, de 4 toasts avec comme. T'as pas besoin d'exagérer puis de tomber fou avec ça. Mais autour de ton training, c'est sûr que tu vas devoir l'augmenter. Ta dépense énergétique est plus grande, ta demande de Mhm, carbs est plus grande, tu vas deplete probablement beaucoup plus de glycogène pour créer de l'énergie, puis c'est ça qui est important à travers ton training camp, mhm, pour t'assurer d'avoir des réserves de glycogène dans tes muscles, dans ton foie, qui sont pleines pour la deuxième journée de pratique, puis la troisième journée de pratique. Ton énergie est déjà dans ton corps, right? Fait que d'en ajouter un petit peu, c'est pas une mauvaise chose, mais tu veux t'assurer de partir chaque journée avec des réserves qui sont le plus pleines possible en training mhm. camp. Donc, on commence par augmenter les carbs pre-training, intra-training, surtout post-training si tu as 2 entraînements dans la journée. Exact, c'est là le moment le Un plus important. key factor pour voir si tu vas performer à ton deuxième entraînement, ta deuxième pratique, ou même ton training si tu fais des two-a-days durant l'été, durant ton off-season. S'assurer que tu performes à ce training-là, ça passe par ton carb intake après ton premier training pour favoriser la resynthèse du glycogène le plus rapidement possible. Pour Ouais, avoir tes stocks d'énergie, de glycogène, de glucose intramusculaire le plus haut possible pour le deuxième training. exactement. Alors que si tu as juste un training par jour, oui, c'est important. Oui, tu veux que cette resynthèse-là se fasse plus rapidement, mais tu as pas mal plus de temps pour resynthétiser ton glycogène. Fait que tes carbs post-workout vont être importantes, mais tous tes carbs que tu vas manger plus tard dans la journée vont l'être aussi. Donc, Ouais, le timing exact. est moins un issue, est moins un défi à ce moment-là. Un Exactement. autre point là, que je veux parler qui peut show up sur la balance, peut augmenter en training camp, c'est au niveau de l'inflammation. Ouais, 100%. L'inflammation cause une rétention d'eau et juste parce que ton inflammation est plus haute, parce que ton training load est plus haut, peut-être que cette rétention d'eau-là va faire monter ton poids sur la balance ou Mhm. peut-être pas non plus. Je voulais avoir tes thoughts là-dessus, Marc, parce que tu es plus calé dans ce sujet-là que moi. Sans aucun doute que ton inflammation va être plus haute en training camp parce que ton load est plus haut, tu as plus de dommages musculaires. Puis quand tu t'entraînes, ben, tu as une réaction inflammatoire qui s'ensuit, c'est normal. Ça fait partie du processus d'entraînement. Ouais, Cette exact. inflammation-là cause une rétention d'eau. Maintenant, Marc, je veux savoir, est-ce que, un, ça peut show up sur le scale? Ou je pense que oui. Puis deux, qu'est-ce qu'on fait de différent point de vue nutrition pour contrer ça? Ouais. Fait que oui, ça peut show up sur le scale. Puis tu sais, l'exemple le plus simple de comment l'inflammation peut show up sur le scale, personnellement, c'est comme, c'est rendu, j'aime ça, je me pèse souvent juste pour voir des choses que je fais, l'impact que ça a dans le day-to-day. C'est pas parce que c'est important de savoir que hier j'étais 2,26 puis aujourd'hui je suis 2,27, ça change rien. T'sais, honnêtement, ça fluctue à tous les jours. Puis c'est pour ça que training camp, si ton poids augmente d'une livre ou deux, it's not a big deal. C'est juste de voir le trend après ça parce que c'est sûr que l'exemple auquel je voulais venir, c'est personnellement, si, mettons, je mange bien toute la semaine, puis là, le vendredi ou le samedi soir, je vais manger de la scrap. Genre, de la scrap. C'est sûr que le lendemain, je vais me lever plus lourd. Pas parce que j'ai mangé plus, je pourrais manger le même volume, même nombre de calories, whatever.
mais l'inflammation que j'aurais à cause de mon repas ferait que je serais plus lourd le lendemain. Je serais plus de rétention d'eau cellulaire, peut-être un petit peu plus ballonné ou un look un peu plus puffy, ça peut arriver, puis it's not a big deal. Par contre, ce que tu veux faire en training camp, c'est t'assurer de minimiser l'inflammation ou du moins avoir un contrôle sur tes niveaux d'inflammation pour aider à ton recovery. Fait que d'un point de vue nutrition, souvent, ce qu'on va recommander, c'est comme il y a un paquet de petites choses que tu peux faire parce que l'inflammation en tant que telle n'est pas mauvaise, elle est nécessaire pour ta récupération. Puis on en reparlera peut-être à la fin en parlant de recovery puis de tout ce qu'on voulait parler autour de ça. Mais réellement, nous, ce qu'on dit aux athlètes, c'est assure-toi de garder tes healthy fats. Fait que les gars qu'on coach, souvent, vont avoir des noix le matin, consommer de l'huile d'olive, consommer des avocats, consommer des healthy fats comme ça qui vont aider avec l'inflammation. Moi, ce que je recommande souvent pendant le training camp aussi, c'est d'augmenter la quantité de fish oil que tu prends d'habitude, les oméga 3 que tu prends d'habitude. C'est vraiment simple, mais souvent, tu vas prendre, je sais pas, 1 à 3 grammes d'habitude pendant l'été, on va dire, d'oméga 3, là, de EPA, DHA. Puis pendant le training camp, ce serait pas une mauvaise idée d'en prendre 1,5 fois ou 2 fois plus pour la mériode du camp pour t'aider à manager cette inflammation-là. Après ça, il y a un paquet de trucs que tu peux faire pour aider ton inflammation. Tu pourrais ajouter du curcuma dans ce que tu manges un peu plus. Tu te fais de la viande hachée, tu ajoutes du curcuma, du poivre noir, ou tu prends un supplément comme celui que Pierre-Luc nous parle souvent, le Triple Power, là, le Triple Fish Oil Triple Power, peu importe. Il est vraiment hot, ce supplément-là, pour pendant les training camps. Peut-être même que moi, personnellement, un été où je travaille puis j'ai de l'argent, j'achèterais peut-être un supplément style Ultra Inflamex pour pendant le training camp pour m'aider à manager mon niveau d'inflammation, m'aider à récupérer. C'est pas un supplément que je prendrais à l'année pour la majorité du monde, mais c'est des petites choses qui pourraient t'aider. Puis après ça, c'est aussi de minimiser les aliments qui sont super inflammatoires. Genre, c'est pas parce que tu es dans un training camp et tu as une grosse demande énergétique qu'il faut que tu te claques une poutine avec des frites qui sont dans des œufs végétales, tout ça. Ça, c'est sûr que ce sera à éviter aussi parce que là, tu vas avoir ton inflammation qui est comme acute de ton training. Tu vas en augmenter à partir de ta nutrition. Puis là, ça va créer un genre de shitstorm qui va faire que honnêtement, ta récupération va être moins bien, tu vas te sentir moins bien, et ainsi de suite. Et là, on parle de suppléments, fish oil, Inflamex. Guys, à la base, il faut que tu manges tes veggies, il faut que tu manges tes fruits. Mange tes fruits, tes berries. Tes whole food. Mais oui, mais oui, mais oui. Ça va te donner 80% de tes résultats. Et le reste, là, qui est les suppléments, etc., va te donner le 20% de plus, le edge de plus. Si t'as pas la base de covered, c'est comme, ça marche pas, là. Mais non, exact. Tu essaies de bâtir ta maison à l'envers, là. Réellement, c'est quand le moment où tu récupères le plus, où tu as le plus, tu sais que ton corps va produire certains antioxydants et tout ça le plus. C'est la nuit, c'est dans ton sommeil, c'est là que tu vas produire plus de growth hormone qui va te permettre de récupérer et tout ça. Comme si ton sommeil est pas en pointe, si ta nutrition, tu manges pas tes protéines, tu manges pas tes fruits, tes veggies, comme tu dis, des aliments qui sont riches en antioxydants, don't bother là, le supplément. Tu sais, là, tu disais 80% à 20%. Moi, je doute que le supplément soit 20%. Honnêtement, je pense vraiment pas que le supplément va te donner le edge de 20%. C'est si t'es quelqu'un qui est sharp, qui fait bien les choses, qui mange bien, qui dort bien, qui fait bien sa récupération. Là, j'ai parlé de supplément parce que c'est un sujet qui m'intéresse puis que je trouve cool puis que je pense que on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là, fait que je voulais en parler, mais réellement, c'est 1, 2, 3, 4, 5% de edge que tu vas aller chercher avec ça. Tu t'en as-tu besoin de ce edge-là ou tu pourrais juste dire, ben regarde, je vais stresser un peu moins parce que je dépenserai pas en supplément, j'aurai pas le stress financier qui va avec, puis ben ça va aider ma récupération. Anyways. Et, on voulait parler de training avant de parler de recovery, mais là, je pense qu'on est bien lancé dans le sujet, faut qu'on continue là-dessus. Ouais. Puis, je veux dire, training camp, tes basics sont encore plus importants, puis les bases de la récupération, off-season, in-season, training camp sont les mêmes. Ton alimentation doit être complète, bien balancée, ton sommeil doit être soigné. Ça, c'est comme incontournable. Tu fais pas ces deux choses-là, bonne chance. Bonne chance pour ton muscle growth, bonne chance pour ton recovery en training camp, bonne chance pour survivre le training camp, survivre ta saison. Tu veux réussir à manager ton inflammation, qui risque d'être un peu plus haute, peut-être par des moyens nutritionnels différents, peut-être par de la supplémentation qui est différente. Et on va souvent se faire poser des questions au point de vue active recovery. Right? Ouais. Active recovery. C'est un terme un peu à mode, là. Je veux dire,
Oui, tu peux être actif dans ta récupération dans le sens que tu peux prendre des extra steps et dédier du temps pour faire certaines choses pour favoriser ta récupération, mais ta recovery est passive là, majoritairement, dans le sens que c'est ce que tu vas faire au quotidien qui va te permettre de récupérer. Ouais. Ensuite, ton active recovery va venir topper ça une petite coche de plus. Si dans tes processus, qu'on va dire, de base, tu les fais pas bien, là, tu pars avec un strike, deux strikes. OK? Et maintenant, active recovery. C'est quoi le concept? Qu'est-ce qu'on veut faire principalement? Numéro un, relaxer. Okay? On a parlé du stressful, de la charge émotionnelle en début de podcast. Le plus petit que ton stress émotionnel est, le plus facile pour toi, ça va être de diminuer ton load overall et donc de récupérer. Le premier objectif, c'est de diminuer la charge dont tu as besoin de récupérer pour mieux récupérer. Ton premier objectif, c'est de te déloader plutôt que d'essayer de pallier pour la charge supplémentaire. À un moment donné, oui, tu peux t'entraîner faire plus, etc. Puis être un overachiever. Mais plus que tu loads le côté stress de la balance du recovery, plus qu'il va falloir que tu loads du côté récupération ou relaxation Puis de à un la moment donné, tes balance. ressources À un moment donné, sont tu peux limitées. pas juste stacker. Tu vas manquer de temps. Tes ressources sont limitées. Hein. So, Exact. numéro un, déload. Relax. Ouais. Quand t'es off, t'as pas de training, prends le temps de relaxer. Trouve des moyens de pas penser à de, d'avoir des pensées anxiogènes. Puis, je veux pas aller trop profond dans ce sujet-là, parce que c'est très complet, c'est très complexe aussi. Mais numéro un, guys, relax. Exact. Moi, dès que tu parles de ça, ça me fait penser aux 4 R du recovery. Tu sais, on en parle de plus en plus, les 4 R du recovery. On a déjà parlé en parlant de nutrition plus tôt, de rebuild avec les protéines. On a parlé de refuel avec les carbs. Là, tu parles de relax, qui est souvent le quatrième R. Puis moi, à mon avis, c'est le plus underrated. Là. Je pense vraiment que le relax, c'est le R le plus underrated parce que c'est le moins sexy. Tu sais, c'est pas un shake, c'est pas un supplément, c'est pas un aliment, c'est pas... Tu sais, it doesn't look nice, mais c'est le R le plus important. Tu sais, ton système nerveux, en training camp, plus t'es stressé, t'as ton système nerveux qui est sympathique, qui est super élevé, que t'es tout le temps en mode fight or flight. Puis si t'es là, tu récupères pas, right? Fait que c'est super important après les pratiques, puis tout le reste de ta journée où t'es pas en mode pratique, training, tout ça, d'être en mode rest and digest, en mode recovery, ton système nerveux qui est parasympathique, right? Fait que Yep. ce que tu dis là, moi, je pense que c'est l'aspect le plus underrated, comme hands down. Tu sais, de manage ton stress, puis que ce soit de façon active ou passive. Ça change rien. Puis il y a l'autre R, l'autre R qu'on n'a pas parlé plutôt, qu'on aurait pu parler dans le temps de la nutrition, c'est rehydrate, right? T'assurer d'être bien hydraté pendant le training camp. On aurait pu absolument en parler pendant la partie nutrition, mais t'assurer de boire assez d'eau. Fait que souvent, ce qu'on va dire, c'est comme 45 millilitres par kilo de poids de corps. C'est le minimum. En training camp, si tu fais moins que ça, tu te tires dans le pied. Puis probablement que c'est plus que ça. Tu as des pads. C'est con, mais le football, c'est un sport où tu vas suer plus, tu vas perdre plus d'eau que d'autres sports. Juste à cause de l'équipement que tu as sur le corps, tu vas avoir plus chaud, tu vas suer plus. Fait que rehydrate avec l'eau, les électrolytes, le sel, c'est super important. On revient en recovery, là, mais tu m'as vraiment Yep. amené dans cette ligne de pensée-là. So, active recovery, ton objectif numéro un, c'est de stimuler ton système parasympathique. En d'autres Mhm. mots, relaxer pour permettre à ton corps de bien récupérer. Ouais. Numéro 2 serait d'augmenter ton blood flow sans créer un stress supplémentaire. Ouais. Okay? Et honnêtement, c'est tes deux leviers qui vont avoir le plus de poids dans ton active recovery. Donc, dans le temps que tu peux dédier dans ta journée ou ton horaire, faire, OK, je dédie ce temps-là à prendre une sieste, à faire du stretch ou whatever. So, Ouais. si tu as 20 minutes, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour actionner ces deux leviers-là? La chose qui va avoir le plus gros impact va être une sieste de 20 minutes, un power nap. Ça va Mhm. être un repos profond extrêmement puissant sur ta relaxation. Extrêmement puissant. Ouais. L'autre chose que tu peux faire, si toi, tu n'es pas capable de dormir, ça peut être une méditation profonde Un pour t'aider à SDR. relaxer. Une SDR, Non-Sleep Deep Rest. Google it. So, sinon, côté blood flow, le moyen le plus efficace
pour tirer ce levier-là va être un 20 minutes d'activité aérobie à basse intensité et avec le minimum d'impact. Donc, par exemple, vélo stationnaire, rameur, airbike. Euh, je déconseillerais par contre jogging et course pour un joueur de football étant donné qu'il a déjà suffisamment d'impact dans sa pratique du sport. Et ce que ça va faire, c'est que ça va simplement activer ton blood flow. Tu veux le faire à une intensité qui est assez basse. L'intensité, est-ce que tu es capable de jaser en même temps, par exemple, pour éviter d'ajouter un stress supplémentaire à ton corps. Le Okay? but, c'est pas de Un trincer puis de gros faire du bénéfice cardio. là, de l'activité aérobie à basse intensité, c'est que c'est pas très stressant pour ton corps si c'est d'une assez basse intensité. Mhm. Exact. Fait qu'il faut juste que tu t'assures que faut pas que tu le vois comme une séance de cardio pour améliorer ton cardio. Faut que tu le vois comme un moment où tu bouges. C'est bouger pour récupérer. Fait que ça devrait pas être stressant. Ça va être tranquille. Tu peux écouter un podcast. Tu pourrais te mettre comme, à la limite, tu sais, si tu veux juste comme mettre un épisode de quelque chose, comme fais-le, mais sois juste en mode relax. Faut pas que tu te pousses. Tu devrais pas être essoufflé. Tu devrais pas comme, il faut juste que tu bouges. Tu as un certain blood flow. C'était hot. J'ai vu dans les playoffs que les gars des Eagles, j'avais partagé une photo de ça, les gars des Eagles qui faisaient du vélo stationnaire direct après la game avec des cuffs de blood flow restriction, tu sais, qui faisaient ça directement après la game parce que la semaine d'après recommençait vite. Tu sais. Les gars se donnaient pas une rince là, après la game de cardio, là. Mais je pense que ce mouvement-là il est aussi underrated. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je faisais pas. Je n'étais pas au courant pantoute quand je jouais. Yeah, parce que l'histoire de le faire après une game ou après un effort physique, c'est que tu commences déjà à flusher l'accumulation de métabolites qui se sont créés durant ton effort. Donc, par exemple, l'acide lactique. De le faire directement après ta première pratique, par exemple, dans un cas de training où est-ce que tu as 2 trainings par jour, peut-être même si tu as un training par jour, mais que tu dédies ton 20 minutes d'aérobie directement après ta pratique, ça va être doublement efficace pour cette raison-là. T'en profites avant de tomber dans une genre de léthargie où est-ce que tu bouges moins, où est-ce que ton blood flow s'arrête, où est-ce que là les métabolites vont rester un peu plus présents dans les muscles que tu viens de utiliser et de stimuler. Ben, tu dis, hey, moi je profite du momentum pour faire passer ces métabolites-là, activer mon blood flow. Encore une fois, hyper important d'une façon qui ne va pas s'ajouter au stress que tu vis. Après ça, puis loin en dessous, t'as tout ce qui est massage gun, t'as tout ce qui est stretching, tout ces automassage, ces affaires-là. Name it. À l'université, on avait des genres de trucs de compression, faisait du froid là, sur les jambes. J'ai oublié le nom, là, mais c'était des genres de pants que tu mettais qui te massaient en même temps que ça shootait un peu de froid. C'est pas des méthodes qui vont être très efficaces, man. Limite, perte de temps. À moins que tu me dises que t'es bien chill pendant que tu fais ces choses-là, puis au moins que tu relaxes, ok. Mais Exact. Ça ça, fait du je bien, veux je dire, t'as relaxe. vraiment, vraiment, vraiment de meilleurs outils à ta disposition là, que l'automassage et le massage gun pour vraiment récupérer Mhm. de façon active. Exact. Parce que, oui, Si ça te fait du bien, puis ça, tu relaxes, puis c'est comme, c'est pas une corvée pour toi, ça te tente, j'y vais, ça me fait du bien, go for it. Tu sais, je pense que c'est une bonne chose de le faire si c'est ça. Mais c'est mm, pas stretcher ou te foam roller qui va faire que comme tu vas vraiment mieux récupérer puis tout ça. Est-ce que c'est des mm, petites choses qui peuvent avoir un petit impact? Probablement. Tu sais. Même chose avec ce que tu disais, les Normatec boots, tu t'installes dans les chaises longues, tu mets les bottes, puis comme tu sais, moi, la façon dont je le vois, c'est que ce que je trouve hot de ça, c'est que tu prends 20 minutes pour t'asseoir puis pour chiller. T'sais. Puis techniquement, si tu prends le temps de t'asseoir dans ouais. un Normatec, là, comme passe pas 20 minutes à scroller sur TikTok en même temps. Comme drop ton sel, ferme les yeux, relax pendant que tu fais ça. Ça, je suis sûr que ça va aider vraiment à ta récupération. T'sais, ça te fait bien. Les compressions vont comme te détendre, te faire du bien puis tout ça. À ce moment-là, je pense que ça, c'est un bel outil. Mais si t'es dans le Normatec puis tu scrolls sur TikTok tout le long, ben moi, je pense que tu perds peut-être ton temps finalement. Tu te fais sentir comme si tu faisais des choses actives pour récupérer puis tu es fier de toi, mais réellement, ça n'a pas l'impact que tu vas avoir.
Ouais, puis ça, c'est le gros point avec le Active Recovery. On se fait poser des questions là-dessus parce que le monde veut sentir qu'ils sont actifs, qu'ils font des actions significatives qui vont les aider à performer ou récupérer. Mais la réalité, c'est que la chose que tu peux faire qui va t'aider à mieux récupérer, c'est de changer ton mindset, ta philosophie, comment tu vois la vie, comment tu vois les choses, 100%. puis d'être une personne plus laid back. Laid back, On le voit plus tout le temps heureuse. avec les gars qu'on coach. Il y a des gars qui sont du type plus stressé, plus anxieux, plus sénère. Ben, désolé pour vous, guys, mais tu peux prendre 60 minutes d'Active Recovery à chaque jour comme tu veux. Peut-être que tu vas relaxer durant ces 60 minutes-là, mais si tu as terminé ton Active Recovery, tu retournes dans ta vie normale, et boum, tu recommences à être anxieux, à penser à faire de l'anxiété de performance, à penser que tu n'as pas assez performé, à stresser parce que tu n'as pas assimilé tes jeux, etc., etc. Ben, ton Active Recovery, il vaut rien comparé aux autres 23 heures de ta journée où est-ce que tu passes ton temps à stresser. 100%. So, honnêtement, si j'ai le choix entre, mettons, tu me poses la question, t'as un gars qui est laid back, qui est chill, si on veut, qui est relax, qui voit la vie d'une façon qui est positive, qui est pas stressante, mais qui fait zéro active recovery versus le gars qui est stressé, qui passe 3 heures d'active recovery par jour. Puis honnêtement, ça pourrait être 10 heures d'active recovery par jour. Ben, je te garantis que le gars qui est laid back va mieux récupérer. 100%. 100%. C'est un sujet qui est récurrent avec les gars qu'on coach. Avoir le sentiment de prendre des actions puis être actif pour régler un problème, souvent, ça amène un mindset que personnellement, j'aime moins, qui est tu veux faire quelque chose où tu essayes d'acheter ton gain d'une certaine façon. Tu essayes d'acheter ton recovery plutôt que de juste changer ton mindset. C'est comme les gars qui me posent des questions sur quels suppléments vont m'aider à supporter l'hypertrophie, quels suppléments vont m'aider à recover. Et je viens de me blesser, quel supplément je prends. Mais passe à côté de tout ce que tu dois faire dans ton quotidien, de façon passive si on veut, qui ça va prendre la majorité du poids dans la balance. Pour 100%. le recovery, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Est-ce qu'on termine l'aspect recovery? Moi, j'ai deux sujets que j'aimerais qu'on parle rapidement. Numéro un, tu sais, mobilité puis tout ça pendant le training camp. Est-ce qu'on devrait en faire? Dans quel genre? Est-ce qu'on devrait faire de la mobilité? Est-ce que ça va aider le recovery? Est-ce Mm-hmm. que ça va aider à mieux me sentir sur le field? Number one. Puis number Mm-hmm. two, je veux qu'on parle des ice baths. On peut pas passer à travers la conversation des training camp et du recovery sans parler d'ice baths. Fait que je te laisse prendre le lead. Yeah, on va garder les ice bats pour la fin parce qu'on va faire ça. Short and sweet, guys. So... Mobilisation. Définitivement qu'il y a une pertinence à le faire. Mhm. Tantôt, on parlait de stretching, que c'est pas nécessairement la méthode numéro un de recovery que j'utiliserais. Si tu es actif dans ta mobilité, que tu perds ça avec des mouvements de step, tu perds ça avec des mouvements où est-ce que tu vas utiliser ton amplitude de mouvement complète, par exemple, si tu fais un deep squat, mais que tu le fais léger avec un goblet, whatever, tu es vraiment actif dans ta mobilisation, tu vas bouger, tu vas avoir chaud, ça ajoutera pas au stress que tu vis. Pour moi, c'est équivalent à un 20 minutes d'aérobie. Mais il faut que ça soit faut que ça soit bien structuré, faut que tu sois actif là-dedans. Okay. La grosse, donc, côté récupération, définitivement que ça peut aider pour les raisons qu'on vient de parler. Puis maintenant, mobilisation en tant que telle, où est-ce que ça peut être intéressant, c'est que en training camp, tu ne vas pas utiliser ton amplitude de mouvement complète à toutes tes articulations. Tu vas sprinter, tu vas faire, tu vas press, tu vas shed, tu vas tackle, mais il y a beaucoup de mouvements que tu n'utiliseras pas, par exemple tes épaules overhead. Tu ne vas pas utiliser tes mouvements, ton épaule dans une amplitude complète. Tu ne vas pas utiliser tes hanches dans une amplitude complète. Donc, 100% que c'est intéressant parce que si tu n'utilises pas cette amplitude de mouvement-là à ton articulation, T'as peur. over time, tu vas la perdre. Puis, si tu veux rester mobile through ton training camp, puis même in-season, parce que j'en parlais avec Raphaël Busque, une des raisons pour laquelle tu veux rester mobile et contrôler ton corps dans une grande amplitude de mouvement, c'est que le football, c'est un sport chaotique, puis tu peux être amené
à utiliser une amplitude de mouvement extrême sans que tu le veuilles vraiment. Et c'est là que tu es un peu à risque de blessure, d'une certaine Ouais. façon. Et je parle pas des freak accidents, là, dans le sens que, je sais pas, moi, je suis sur la ligne, puis mon bras part, il est pris dans le pad de quelqu'un qui part à la course. Je veux dire, tu peux faire la mobilité que tu veux, là. Jamais ton corps sera prêt à bouger là-dedans. Mais quand tu fais un break, quand tu fais un tackle, il y a plein de petites actions au football qui, des fois, sont awkward, mais qui sont pas hyper accentuées, si on veut. Ben, définitivement que un peu plus de mobilité, un peu plus de contrôle, un peu plus de stabilité dans ces situations-là peut diminuer le risque que tu foules une cheville, que tu te fasses une entorse, que tu te fasses mal. So, pour moi, c'est important. Très, très, très important. Puis c'est la majeure raison pour laquelle c'est parce que tu n'utiliseras pas ces amplitudes de mouvement-là que tu as travaillé dans la off-season durant ton training camp. Cool. Fait qu'on continue à se mobiliser de façon active pendant le camp. Faut que ça soit bien fait. Si tu fais juste stretch, c'est pas une mobilisation selon moi. Parce que ça Non. manque l'aspect actif de ta mobilisation. Ouais. Faire un stretch va aller travailler ta flexibilité. Donc, la capacité passive de ton articulation, de ton muscle d'être allongé. Ça ne veut pas dire que tu es flexible, que tu es mobile. La C'est mobilité, deux c'est d'être choses. capable d'amener ton articulation dans cette amplitude-là de façon contrôlée, de façon active, ou de l'utiliser intégrer un movement pattern. Yeah. Donc, c'est une façon simple de le faire que j'utilise dans mes trainings, puis dans mes sessions de mobilité, puis pour les sessions de mobilité que je planifie au gars que je coach, c'est de combiner un stretch passif, parce que oui, c'est intéressant pour le gain en flexibilité, et d'utiliser ce gain en flexibilité-là qui est plus haut à court terme, et de tout de suite l'utiliser dans un mouvement où est-ce que tu vas accentuer l'amplitude de mouvement. Par exemple, tu pourrais stretch les ischios, puis faire un Jefferson curl ou un RDL pour t'assurer de dire à ton muscle, hey, regarde, je suis capable de contrôler cette nouvelle amplitude de mouvement-là avec une petite charge peut-être en plus. Et au niveau moteur, c'est là que tes gains vont être vraiment plus gros et vont perdurer dans le temps. Mm-hmm. Love it. Et je veux dire, le meilleur moyen là, de continuer d'utiliser ces amplitudes de mouvement-là, quitte à faire une session dédiée juste à ta mobilité, c'est de continuer ton training, continuer de lift une season et durant ton training camp. Et je dis lift, ton entraînement peut se faire d'autres façons. Là. Je veux dire, t'as pas besoin de lift des weights pour avoir un resistance training. Tu peux utiliser ton body weight, surtout pour quelqu'un peut-être de plus jeune ou qui a moins d'expérience d'entraînement. Tu peux utiliser ton body weight seulement pour t'entraîner puis de stimuler ton muscle dans des belles amplitudes de mouvement, dans des beaux movement patterns. Mais il faut que tu continues de le faire. Training camp, in season, parce que cette stimulation-là offerte par l'entraînement, même principe que pour la mobilité, ne t'est pas offerte au travers du football. Le Mm-hmm. football est un entraînement en soi, un entraînement incomplet. Un entraînement incomplet. Fait que l'idée derrière continuer de s'entraîner en training camp, in season, c'est de pallier à ce que tu ne travailles pas sur le field pour conserver ces acquis-là qui viennent supporter ta performance sur le field. Parce que peut-être que tu te dis, hey, si je m'en sers pas sur le field, j'en ai pas de besoin. Ben, c'est pas tout à fait de même que ça fonctionne. Okay, tu as des systèmes qui sont peut-être moins stimulés dans ta pratique sportive qui vont supporter ta performance sur le field. Par exemple, max speed, top speed. Top speed, c'est très, 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 très rare que tu vas l'atteindre selon ta position sur le field. Okay? Tu vas l'atteindre peut-être sur des actions plus longues d'un jeu, un kick-off par exemple, ou un deep route pour un receveur. Ou peut-être un running back qui break une coupe de tackle puis qui round downfield puis qui est open. Ton volume de max speed que tu as en pratique de football, en training camp et in-season est minime. Sauf si tu ne stimules pas ce système-là, tu risques de perdre un peu de max speed. Et le danger, c'est que lorsque tu vas en avoir de besoin, ben, tu ne seras pas aussi vite. Intéressant. So, parlons training maintenant. Ouais.
Je me souviens, en training camp, avec toi, Marc, je pense qu'on avait compris qu'il fallait continuer de s'entraîner, puis je pense qu'on le faisait d'une façon qui est encore pertinente à ce jour. Tu te rappelles-tu du training qu'on faisait? Les J'aimais ça, puis imams avec ouais. SGG? Ouais, je m'en souviens, puis c'était hot, tu sais, il y avait pas tant de gars qui s'entraînaient une season, puis je sais plus de où on avait pris cette formule-là. On voulait quelque chose de short and sweet, on voulait quelque chose de full body. Oh, ça venait de toi! OK, Ah, ça venait de moi. OK. Pas Mais pire, hein? c'était fort, c'était smart, puis ce qu'on faisait, premièrement, c'est que la chose à comprendre, c'est que c'est pas les journées où on avait juste une pratique ou il y avait une journée off de pratique qu'on s'entraînait. On s'entraînait les journées où il y avait un plus gros volume d'entraînement pour que les journées de rest ou les journées plus light, on les Yep. gardait plus light. Ça, c'est une des choses que je pense qui est à garder en tête absolument. Tu sais, c'est pas comme, hey, on a une journée de congé, je vais aller au gym. Non, t'as une journée de congé, prends une journée de congé. OK, number one. Ouais, ouais. Good point. OK. Puis le training qu'on faisait, c'était des imams, puisqu'on se disait, si je me trompe pas, on faisait de 3 à 5 séries, dépendamment de comment on Mhm. filait. Fait qu'une journée où on se sentait vraiment bien, puis on s'en rendait compte après 3 séries, hey, je suis good pour une quatrième, je suis good pour une cinquième, on poursuivait. Puis une journée qu'un de nous trois était plus fatigué, plus cassé, ben, on arrêtait à 3. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait 4 mouvements. 2 upper, 2 lower. Fait que un push. Mhm. Soit on avait une journée où c'était vertical ou overhead. Fait qu'on avait une journée, exemple, de shoulder press puis de chin-up pour ce qui est upper body. Puis lower body, on avait tout le temps un mouvement qui était plus quad dominant ou plus squatty, si on veut, puis un mouvement plus hingy, si on veut, ou plus de chain post pour s'assurer de tout Mhm. faire. Puis on le faisait en circuit, en imam. Fait que ceux qui ne le savent pas, un imam, c'est every minute on the minute. C'est-à-dire que nous, on regardait le clock, OK, il est 13h0000. On partait, puis on faisait chacun notre série, puis les 4 plateformes étaient déjà set. Fait qu'on choisissait chacun le mouvement sur lequel on commençait. La réalité, c'est lequel on s'en fout un peu. Puis là, quand la prochaine minute commençait, on faisait notre prochain exercice. Les rep range, on les gardait quand même bas. Les tempos, on les avait comme contrôlés, mais il n'y avait pas de tempo lent. Puis ce que c'était des séries, si je me trompe pas. Upper body, on était plus proche du 8 reps souvent, puis lower body, on était plus proche du comme 5 ou 6 reps, si je me trompe pas. Là. Je me souviens pas exactement des reps, mais je me souviens que on tombait aux alentours de 20 à 30 secondes de temps sous tension, dans le sens que ici, puis on avait quand même un bon break de la minute qui restait pour, Mhm. pour, pour, pour prendre notre souffle puis passer au travers du circuit. Puis overall, ça prenait de 12 à 20 minutes dans le 20. fond, là, 3 à 5 Ouais, séries. Là. Ça se faisait vite. ouais. Une des choses que, looking back, que je pense qui était bien là-dedans, c'est que ça stimulait bien notre système aérobie parce que nos repos étaient incomplets Ouais. en termes de, on reprenait notre souffle, mais on était quand même essoufflé du lift, puis on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, mais la charge puis le rythme n'était pas élevé au point qu'on finissait la langue à terre ou complètement pété. Là. Jamais on sentait une pompe exagérée non plus de ces mouvements-là. Là. Non, exact. Puis on choisissait des charges qui nous challengeaient. Tu sais, souvent, ce qu'on est porté, puis souvent, ce qu'on voit, c'est « Ah, je suis en mode maintien, je vais y aller léger, puis je vais juste go through the motions. » Tu sais, ça reste que nous, on se challengeait quand même. Est-ce qu'on se démolissait puis on allait to failure? Absolument pas. Mais ça reste Non. qu'on avait des charges avec lesquelles on était quand même challengé dans nos mouvements, right? Surtout à la dernière série. Fait que la première série allait bien. La Ouais. 4 puis la cinquième, si on en visait 8, ce qui arrivait, c'est qu'on arrivait à 6 ou 7, c'était challengeant. Puis il y a des fois que, hey, peut-être je me rendrai pas à 8 parce que je veux absolument pas fail dans cette période-là non plus. Non, non, exact. On voulait absolument pas fail parce que l'acte de fail une rep, de ne pas terminer une série, augmente énormément le stress de Ouais. ton entraînement, augmente énormément la charge de ton truc. So, je pense qu'on a tourné aux alentours de 8, maximum 9 sur 10 de RPE, Ouais. donc de perception de l'effort. Et l'autre chose, c'est si les charges étaient plus légères, puis on avait peut-être une charge qui était peut-être à un 7 sur 10 de RPE, mais à ce moment-là, moi, je me souviens que j'essayais juste de lift plus rapidement ma charge. Ce qui augmentait un peu mon power output sur le lift Ouais. pour quand même aller chercher un certain gain. Parce ce qui arrive, Et c'est qu'en bon, s'entraînant à l'objectif du... 3. Ouais. En s'entraînant à 3 ou Yeah. 4 comme on était, on gardait les mêmes poids sur les trucs, right? Fait qu'on les changeait pas nécessairement. Fait que pour Mhm. ajuster à la force d'un ou l'autre sur un mouvement, je donne un exemple, si on faisait, c'est niaiseux, mais si on faisait du bench, mettons, t'étais plus fort que moi sur le bench.
Puis on visait des rep schemes différents. Fait que sur le bench, moi, je bougeais la barre plus vite que toi, par exemple, parce que tu voulais te challenger, peut-être à contrôler un petit peu plus dans ta phase excentrique, sans exagérer, et ainsi de suite, juste pour qu'on soit tous capables de matcher et d'avoir l'intensité ou la demande qu'on voulait. Puis sur d'autres mouvements où est-ce que, hey, celui-là, il est plus facile pour moi, mais je vais jouer avec ça aussi pour qu'on ait toute une stimulation qui faisait du sens. Parce ça reste que moi, toi, puis SGG, on n'avait pas la même force du tout, là. Puis d'un mouvement à l'autre, ça allait changer. Yeah. So, l'objectif de cet entraînement-là, numéro 1, Active Recovery. Numéro 2, utiliser une amplitude de mouvement complète. Donc, c'est hyper important pour nous de lift dans ton range of motion maximum. Si on avait un squat, man, c'était ass to grass. Si tu avais un chin-up, man, c'était le menton bien au-dessus de la barre, puis on dépliait les coudes et on dépliait l'épaule au max. Bench, on descendait le plus bas possible. Numéro 3, conserver un léger stimuli au niveau de l'hypertrophie. Pas nécessairement pour augmenter ta masse musculaire, mais pour maintenir ta masse musculaire. Parce que c'est pas vrai que juste avec tes pratiques de foot, c'est que tu vas stimuler ton hypertrophie donc ou le maintien de ta masse musculaire. Si tu t'es entraîné durant la off-season pour prendre lean body mass, il va falloir que tu continues de lift pour stimuler cette hypertrophie-là. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as vraiment pas besoin d'un gros volume d'entraînement en gym pour conserver ta masse musculaire. Christian Thibodeau parle de 25% de ton volume de lift normal. Puis l'autre chose, tu veux conserver les autres qualités que tu ne travailles pas sur le field, que tu peux travailler dans le gym, sur ta force, ta puissance. En training camp, je pense que ce qui est important, c'est que tu ne peux pas travailler tout ça parfaitement, OK? Mais juste le fait de lift, de la façon qu'on vient de décrire, va être suffisant pour stimuler correctement ces systèmes-là, ton système musculaire, pour passer au travers du training camp, de bien te sentir, de pas sentir que tu perds de la force, de la puissance ou autre, et de t'amener vers ce qui va être ton training in season par la suite, ou est-ce qu'il va y avoir des nuances, puis ça va être différent. Mais que les principes de base vont être similaires, mais le contexte est différent, donc ton training va être différent aussi. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas nécessairement de le faire tous les jours. Fait que nous, si je me trompe pas, on le matchait avec les pratiques. Fait que c'était souvent 2 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off. Puis la journée off, on en profitait. C'est niaiseux, mais moi, j'en profitais juste pour faire une sieste qui est plus longue ou pour faire autre chose ou pour aller faire du traitement de plus. Ou peut-être que cette journée-là était une journée où est-ce que maybe j'allais faire un ice bath, tu sais, ou quelque chose de genre. Fait que... Puis, t'as dit le mot, le terme démoniaque à ice bath, on y revient dans 5 secondes et quart. Mais le principe que tu parlais tout à l'heure, juste pour le remettre en mots, là, pour prendre le temps de le préciser, parce qu'il est important, c'est qu'on voulait avoir des journées low en charge, favoriser une récupération cette journée-là au complet. Donc, on en profitait pour mettre nos trainings, qui était peut-être une augmentation un peu de la charge qu'on avait. On espérait la minimiser quand même durant les journées qu'on avait plus de pratiques ou des pratiques plus intenses. On essayait de suivre un pattern de high and low en termes de charge d'entraînement. Ice bath. Let's talk about it. Okay. What about it? Yeah. All right. Ceux qui l'ont écouté, ils l'ont vu aussi sur Instagram. On a parlé avec Pierre-Luc Perrault, qui est honnêtement un stud. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, allez l'écouter. C'est l'épisode qu'on me reparle le plus. Je croise du monde, c'est comme « Hey, j'ai écouté l'épisode avec PLP, c'était un malade. » Peu importe. Okay? C'était vraiment... C'était écœurant comme épisode. Les ice baths, okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, si vous suivez la page d'MVP depuis un bout, on a l'impression de vouloir démoniser les ice baths. Puis c'est pas nécessairement ça. L'objectif est de faire comprendre le contexte des choses, puis que c'est pas la formule magique à tout. Je pense que tout a sa place dans un certain contexte. Puis, si je me trompe pas, c'est Bam, il y a bien des années, qui m'avait parlé de quoi faire avec le ice bath. T'sais. Le terme que Bam avait utilisé, c'est ton ice bath peut être comme un joker card en training camp. Si je me trompe pas, c'est toi qui avais utilisé ce terme-là. Peut-être je me trompe. Mais ce que c'est réellement, c'est par exemple, faire un ice bath après notre training de muscu aurait probablement été une mauvaise idée. T'sais, vu qu'on voulait aller chercher certaines
adaptations de notre training en salle. Là, absolument, ça serait une mauvaise idée. Après ça, à mon avis à moi, puis je sais même pas si on est du même avis encore, toi et moi, à ce jour, je pense qu'en training camp, c'est quelque chose que tu peux utiliser comme un joker card. Là, je suis vraiment défoncé de ma pratique, je vais m'aider pour diminuer l'inflammation parce que comme c'est clair, les ice baths vont diminuer l'inflammation. Ça va peut-être t'aider à te faire sentir mieux, avoir moins de courbatures et tout ça pour te permettre de performer le lendemain. Right? Hum, hum. L'histoire avec la ice bath, c'est que ça va diminuer tes taux d'inflammation drastiquement de façon aiguë. Dans le sens que tu prends ton ice bath, ok, tu restes là 5-10 minutes, tes taux d'inflammation vont chuter pour les heures qui suivent et vont rester plus bas. Ouais. Le problème, c'est si tu veux t'adapter suite à un entraînement, ce processus-là inflammatoire est nécessaire. Ton ice bath vient couper ça, vient couper ce processus-là qui est nécessaire à ta récupération et à faire des gains. Donc, over time, ce qu'on se rend compte dans la littérature, c'est que si tu utilises les ice baths après chacun de tes trainings pour récupérer parce que tu penses que ça coupe ton inflammation et que c'est une bonne chose, c'est que les gars qui prennent le ice bath vont avoir moins de gain de masse musculaire, moins de gain en force. Mais par contre, c'est vrai que suite à un ice bath, étant donné que ton inflammation est vraiment diminuée, il y a un effet où est-ce que tu te sens moins raqué. Puis le problème en training camp, c'est que des fois, la charge est tellement grosse que tu vas te sentir raqué et tu vas être ralenti. Sur ton ice bath peut faire en sorte que tu te sens moins sore et tu te dis, hey, c'est pas grave si j'ai moins de gains à long terme suite à ces entraînements-là, parce que de toute façon, comme, comme, comme tu dis, comme je disais plutôt, c'est un joker card, donc tu vas pas l'utiliser tout le temps. Et l'autre chose, c'est que si tu utilises toujours les ice baths, ton corps s'y adapte, tu as moins d'effet. Okay? Donc, tu as, une moins grande stimulation des cold shock proteins. Tu deviens cold adapted. Et tu as une moins grosse réponse suite à ce stress-là. Donc, tu ne veux pas l'utiliser à tous les jours, ton ice bath. Même si tu voudrais même si tu voudrais l'utiliser pour les bonnes raisons, si tu l'utilises trop souvent, ça n'aura pas le même effet. Tu veux l'utiliser lorsque tu commences à sentir que tu as les jambes vraiment loadées et tu as besoin de performer le lendemain directement. OK, c'est une solution à court terme pour lorsque ta performance à court terme est importante. En training, on vise le long terme. Okay? Dans le sens que tu vises des adaptations, pas pour demain, tu vises pour la prochaine saison, pour ton off-season complet. Ça prend du temps. Il faut que tu sois patient avec ça. En training camp ou même en situation de compétition, en ce moment, c'est Team Québec. Il y a beaucoup de games qui se jouent en très peu de temps. Tu as besoin de performer, tu veux performer dans un court laps de temps. Ton Ice Bat est un tool qui peut être utile. Mm-hmm. Ce que moi, je ferais peut-être, là, puis encore une fois, j'ai aucune idée si on est du même avis, toi et moi, mais ce que je ferais peut-être puis que j'aurais jamais pensé faire quand je jouais, c'est exemple à Laval ou à Vanier, on avait accès à des vrais ice baths, des vrais cold tubs. Surtout les dernières années à Laval, right? Euh, parce que c'est quand ils ont entré le recovery room et tout ça, qui était vraiment nice. Puis à Vanier, il y en avait. Ce que j'aurais peut-être fait looking back, c'est arriver plus tôt au vestiaire, puis juste faire un quick ice bath le matin. Pas genre un 10 minutes, mais juste dépine l'eau froide d'un point de vue à me réveiller et tout ça. Puis l'objectif aurait pas été de couper l'inflammation le matin même ou de me refroidir le matin même, mais d'un point de vue énergie, dopamine, cortisol, adrénaline, noradrénaline. Écoute Andrew Huberman, il va te l'expliquer, OK? Mm-hmm. Ça aurait pu être intéressant pour ton focus puis tes performances sur le terrain, je pense. Ouais. Un cold plunge puis un cold bath, c'est différent parce que le temps d'exposition va être complètement différent. Donc, Mm. les effets vont être différents. L'histoire avec le cold bath, c'est que tu as un effet de vasoconstriction aussi. Ton cold plunge va ressembler un peu plus à ta douche froide. Une douche froide va augmenter ton niveau d'activation, ton énergie, ton focus pour les heures à venir parce que ça va être un stress que ton corps va vouloir répondre en augmentant tes niveaux d'adrénergique et il va vouloir augmenter ta température corporelle. Puis cet effet-là va se faire ressentir quelques heures suivant ta douche froide. Mais c'est pas, ta douche froide n'est pas assez froide, ton cold plunge n'est pas assez long
pour vraiment stimuler les cold shock proteins. Qui sont Hmm. vraiment les récepteurs que tu vas stimuler lorsque tu vas prendre un ice bath, par exemple. Mhm. So, OK. il y a un degré d'intensité puis il y a une durée aussi à respecter. Interesting. C'est différent. Ton cold plunge, je le mettrais dans la même catégorie que ton cold shower. OK. OK, cool. Good stuff. Je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. On a pris plus de temps qu'on pensait à ce sujet-là, mais training camp, c'est une période qui est vraiment importante. Puis le fun, tu sais, de manière générale, c'est difficile, mais c'est plaisant. Looking back, c'est des beaux moments. Je pense qu'on va couper cela pour aujourd'hui. Les boys, on vous souhaite un excellent training camp, une excellente saison de foot. Si jamais vous avez des questions à travers quoi que ce soit qu'on a parlé aujourd'hui, votre nutrition, votre training, votre recovery pendant le camp ou pendant la saison, n'hésitez pas à écrire à moi ou à BAM à la page MVP Nutrition ou MVP Athletics. It's a blast, man. Merci. Yeah, I had a blast. All right. Good stuff. Ciao. Enjoy your training camp, guys. Take care.